Ces dernières décennies, les difficultés, mais surtout les troubles dans le domaine très large dans les compétences mathématiques, sont passés d'un abord strictement piagétien, en termes de troubles du raisonnement logico-mathématique, en un abord plus large, basé sur des connaissances scientifiques validées, qui prennent en compte ce que l'on nomme aujourd'hui la cognition numérique. Sans remettre en cause l'apport de Piaget dans la compréhension des opérations mentales qui sous-tendent les opérations mathématiques, la neuropsychologie a mis l'accent sur la notion intrinsèque de nombre, d'acquisition du nombre, un domaine qui avait été peu envisagé par Jean Piaget. Au-delà de ces deux conceptions qui d'ailleurs se complètent plus qu'elles ne s'opposent, est apparue la notion dite du sens du nombre, la mise en évidence d'une fonction précablée, innée, une sorte de fonction proto-mathématique qui permet aux individus depuis des milliers d'années d'avoir une idée de la grandeur, de la magnitude du nombre et ainsi de pouvoir comparer des quantités. L'acquisition du nombre est déclinée dans ce chapitre en prenant en compte l'aspect déterminant de toutes les fonctions cognitives dans cet exercice délicat. L'influence du langage oral dans cette acquisition est fondamentale et souvent sous-estimée, alors que la complexité intrinsèque de la langue française rajoute à la difficulté. Nous insistons sur la non-concordance entre le code verbal très irrégulier et le code écrit en chiffres beaucoup plus logique et régulier. Également, nous mettons en exergue l'importance des traitements visuospatiaux inhérents à la numération de position, qui interviennent dans les activités de dénombrement, les routines de pose et de résolution des opérations, mais aussi lors de la lecture et l'écriture des nombres. Enfin, tout exercice de résolution de problèmes au sens large, a fortiori de mathématiques, convoque de façon variable mais obligée d'autres fonctions cognitives transversales, les fonctions raisonnementales, les fonctions attentionnelles et exécutives, les fonctions mnésiques, aussi bien en mémoire de travail qu'en mémoire à long terme. Par conséquent, au-delà de la dyscalculie primitive, primaire, le trouble du sens du nombre, il existe donc plusieurs dyscalculies secondaires pour lesquelles il convient de rechercher le déterminant primaire, langage, visuospatial, fonction exécutive, etc., afin de proposer à l'enfant une aide ciblée réellement efficace. Les signes d'appel, les signes cliniques en lien avec tel ou tel déficit primaire sont très spécifiques, comme cela a été abordé dans les chapitres 2 à 4, où l'on parlait de dyscalculie verbale, spatiale, dysexécutive, dysomnésique. Faire le lien entre les symptômes de dyscalculie et les troubles qui les sous-tendent permet de proposer des rééducations et des adaptations scolaires adéquates, mais aussi, surtout, de hiérarchiser les interventions. Lorsque la dyscalculie n'est pas isolée, ce qui est fréquent, inciter l'enfant à investir les disciplines dans lesquelles il se montre compétent, car ce sont sur elles que se déterminera son avenir.